Este evento está organizado por la Escuela de Humanidades, por el programa Lectura Mundi, por el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM y cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza. Queremos agradecer muy especialmente... ¿Me escucharon, no? No es necesario repetir. Queremos agradecer muy especialmente al Centro Cultural de la Ciencia y a su directora Guadalupe Díaz Constanzo por facilitar el espacio para la realización de esta conferencia. Además, forma parte de un conjunto de actividades que realizamos en un centro de ciencia y pensamiento que está iniciando la universidad, en el que congregamos todas las discusiones sobre la condición humana en tiempos de la revolución tecnológica. Inteligencia artificial, neurobiotecnología, Big Data. Bueno, allí estamos formando un grupo interdisciplinario de colegas para poder pensar estas condiciones de humanidad ampliada, recién iniciadas con la visita del profesor Ansermet. François Ansermet es profesor honorario de la Universidad de Ginebra y de Lausana, fue profesor regular de psiquiatría infantil en la Universidad de Lausana, UNIL, vicerrector de Facultad de Biología y Medicina de la UNIL, jefe del Servicio Hospitalario de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Centro Hospitalario Universitario de Vaudois. Entre 2007 y 2017 fue profesor regular de psiquiatría en la Universidad de Ginebra y también profesor regular ad personam de la Universidad de Lausana. Es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Causa Freudiana de París, de la New Lacanian School, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Además, es miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética de París desde el año 2013. En el marco del programa nacional MCCR Sinapsi ha realizado investigaciones en clínica prenatal, traumatismos prenatales o precoces y neurobiología. Por otra parte, ha trabajado sobre las consecuencias de los avances tecnológicos en biotecnología, la procreación médicamente asistida y la medicina predictiva periconcepcional y prenatal, sobre las variaciones del desarrollo sexual y de la clínica transgénero, sobre los vínculos entre neurociencias y psicoanálisis. Además, tiene estudios realizados sobre las relaciones entre arte, ciencia y psicoanálisis, en particular en el marco de la Fundación Agalma. Es autor de una numerosa obra, pero ustedes encontrarán algunos libros en español que se los quiero destacar, en coautoría con Pierre Magistretti, A cada cual su cerebro, Plasticidad neuronal e inconsciente, de Editorial Katz, del año 2006. También con el mismo autor, Los enigmas del placer, de Katz Editores, del año 2011. En coautoría con María Gracia Sorrentino, El malestar de la institución, el terapeuta y su deseo, de Editorial Octaedro, del año 2015. Y La fabricación de los hijos, un vértigo tecnológico, por UNSAM Edita, Argentina, 2018. Profesor, bienvenido. Adelante. Voilà. Alors, je vais donc vous parler avec une traduction simultanée, donc c'est quelque chose de... pas tout seul, vous allez bien, là, ça va, ça joue, très bien. Et je vais vous parler de l'origine à venir, des enjeux à venir de l'origine, autour de la question des surprises de la procréation à l'ère des biotechnologies. Je me suis permis même de mettre ça en espagnol dans le PowerPoint, puisque j'ai pu prendre la photo au centre de l'université, ici à Buenos Aires. Alors, la question par laquelle je commencerai, c'est où situer l'origine. On dit l'origine, ça paraît évident, mais la question est de savoir où la situer. Est-ce que c'est l'origine passée, c'est-à-dire d'où vient-on?
Ça, c'est l'acception la plus commune sur l'origine. Ou est-ce que c'est l'origine actuelle? D'où partons-nous aujourd'hui? Au fond, à chaque moment de la vie, on est à l'origine de son devenir. Donc l'origine, ce n'est pas tellement en arrière, c'est aussi maintenant. Ça, je crois que c'est une notion très importante sur laquelle repose aussi la clinique psychanalytique. La clinique psychanalytique fait usage d'une origine qui s'origine dans l'instant. Et puis, évidemment, alors ça, c'est le propos sur lequel je vais jouer, c'est-à-dire que c'est aussi une origine à venir. C'est-à-dire, où va-t-on? Et je pense qu'il y a un paradoxe de l'origine, il y a un futur de l'origine, qui est peut-être ce par rapport à quoi on résiste. On a de la peine à penser une origine qui va vers l'avant et pas seulement une origine qui va vers l'arrière. On peut dire la vie se comprend en regardant vers l'arrière, mais la vie se vit en regardant vers l'avant. Et ça, c'est une notion différente. Donc, ça pose la question de savoir si le passé est derrière, comme on le dit classiquement, ou si et que le futur est devant, ou si au contraire, le passé, c'est ce qui est devant, parce que le passé, on le voit. On a plus ou moins une vision de notre passé, sauf une partie soustraite par l'amnésie infantile. Et le futur surgit de derrière soi. Le futur surgit. Le futur est une surprise. Et c'est intéressant parce qu'il semble que les Sumériens et les Chinois inversent ce rapport au passé et au futur. Et que nous sommes peut-être trop déterminés à voir le passé derrière. Et alors que c'est peut-être le futur qui vient surgir. Alors, je vous ai mis une petite phrase de Rilke que je trouve qui résume l'exposé. Après, je peux arrêter l'exposé, mais on va quand même le continuer. Et alors, je ne sais pas si pour la traduction ça va, mais Rilke dit « Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement quelque part ». La naissance, elle est provisoire. Et c'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y naître après coup, et chaque jour plus définitivement. Ça veut dire que l'enjeu de la vie, c'est que la naissance est après coup. Elle est après coup de la naissance qui a eu lieu. Alors, origine après coup, ça veut dire quel temps? C'est une question sur le temps. Dire origine après coup, on ne sait plus dans quel temps on est. Alors au fond, on rejoint Saint-Augustin, la notion du temps chez Saint-Augustin quand il dit le présent des choses passées qui peuvent être là, le présent des choses présentes, et il rajoute le présent des choses futures. D'où effectivement la difficulté à définir le temps de l'origine, comme d'ailleurs de définir le temps du devenir. Et que pour moi, le temps qui est utile pour penser origine et devenir, c'est le futur antérieur, qui est un temps très complexe à comprendre, le futur antérieur. C'est-à-dire on est à la fois dans le futur, à la fois dans l'antérieur et en même temps dans le présent. Et Lacan a d'ailleurs mis en jeu cette fonction du futur antérieur. Peut-être la traduction est complexe, mais ce qu'il dit, c'est que le futur antérieur de ce que j'aurais été pour ce que je suis en train de devenir. Tu auras été cet enfant-là. C'est la formule du futur antérieur. C'est-à-dire que l'enfant qu'on était, c'est aussi une construction depuis le présent et c'est aussi une construction qui vient en jeu vers l'avenir et qui implique le désir. Finalement, si on est déterminé,
on pourrait dire qu'on est rétroactivement déterminé par le fait du désir. Par exemple, Lacan, dans le séminaire 6, parle du désir comme une articulation qui se pose devant le sujet et qui le détermine rétroactivement. Donc on serait rétroactivement déterminé par son désir. Donc on voit que ce n'est pas simple et il y a une porosité, une plasticité, plein de surprises entre le passé, le présent et l'avenir. C'est ce que je voulais vous mettre en introduction, pour au fond s'ouvrir au futur et pas seulement le craindre. Et puis s'ouvrir au passé dans ce qu'il nous enseigne aussi, tout en se disant que tout ça se vit qu'au présent. Alors, qu'en est-il de cette origine à venir à l'ère des biotechnologies? C'est la question que m'a posée Hugo Freda, ici présent. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça change quelque chose, les biotechnologies de la procréation dans cette dialectique? Et parce qu'on est effectivement à l'époque de l'incidence des biotechnologies sur la procréation. De plus en plus fréquemment utilisé d'ailleurs aussi parce qu'il y a de plus en plus d'infertilité, et puis aussi parce qu'il y a des demandes sociétales de procréation qui concernent les couples de femmes, les femmes seules, les couples d'hommes, les hommes seuls, etc. Donc on est dans une reconfiguration, un changement des pratiques de procréation. Alors, est-ce vraiment nouveau? Ça. Je vous dirais qu'on peut se demander si c'est vraiment nouveau, parce qu'il y a des mythes et des religions où tout ça est en jeu. Il y a des procréations divinement assistées. Certaines religions, comme religion chrétienne, imaginent une procréation divinement assistée, qui est suspendue à Marie, une femme qui doit consentir la grâce de Marie à ce que lui demande Dieu. C'est extraordinaire de faire une religion qui est suspendue à la décision d'une femme. Ça tranche un peu avec la représentation qu'on a d'habitude. Elle dit oui ou elle dit non, elle a dit oui. Mais au fond, elle aurait pu dire non. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait dit non? Et donc, alors, je vous rappelle un petit peu de biologie mythologique, en prenant la légende dorée de Jacques de Voragine, un texte du Quattrocento qui a été le support des peintres du Quattrocento, puisqu'ici on est dans un lieu culture et science. Alors, je vous explique. Dieu, peut créer l'homme de 4 façons. Recette. Première, sans l'homme ni la femme, comme il le fit pour Adam. Je dois vous dire, dans les biotechnologies de la procréation, ça, on n'a pas encore réussi. Deuxièmement, par l'homme sans la femme, comme il le fit pour Ève. Ça, on a beaucoup discuté du clonage. Ça, c'est pas non plus possible, quoi. C'est même pour le cloneur, c'est pas facile de faire une femme depuis un homme, voilà, comme il le fit pour Ève. Donc, vous voyez, on est très en retard par rapport à notre imaginaire, quoi. On est très en retard. Et puis, il y a par la femme sans l'homme, comme ça s'est fait dans l'Annonciation. Ça aussi, c'est pas tout évident, peut-être avec des chromosomes de synthèse et des gamètes de synthèse, on arrive. Et puis, Jacques de Voragine, dans son texte, Légende dorée, rajoute une 4e façon de faire, que peut-être vous avez entendu parler en Argentine, par l'homme et par la femme, selon la manière commune. Donc il admet quand même qu'il y a encore un mode de procréation. Peut-être, voilà. Donc, ce qui fait dire à Dante dans la Divine Comédie, « Ô Vierge Mère, fille de ton Fils ». Ça, c'est au chant 33 de la Divine Comédie. Donc ça aussi, c'est difficile. Ô Vierge Mère, déjà être vierge
et mère. C'est pas évident. Être fille de son fils. Ça aussi, je vous demanderai, probablement dans l'université nationale de San Martín, de Buenos Aires, on est à l'aube de choses de ce type, parce qu'il y a une créativité scientifique liée à des psychanalystes et que tout ça va peut-être aller de l'avant. Dans les mythes, on a encore plein de choses. Je pourrais faire une anthologie. J'aimerais faire une anthologie de la procréation. Alors, et on les publie. Voilà. Athéna, par exemple, sort toute armée de la tête de Jupiter. Ça aussi, c'est pas non plus évident. Dionysos, qui est né 2 fois du ventre de Sémélé, puis de la cuisse de Zeus. Ça aussi, c'est difficile. Dionysos, né 2 fois. Et puis bien d'autres mythes sur l'origine. En tout cas, vous voyez qu'on est très en retard sur notre imaginaire, sur ce que les fantasmes des humains ont pu constituer et que les technologies qui nous font peur ne sont que peu de choses par rapport à ce que la culture a pu proposer. Et qu'on peut dire aussi, bien sûr, quand même, il faut reconnaître que le monde de la procréation change. Et qu'il change plus vite que notre possibilité de le suivre. Ce monde de la procréation, effectivement, on pourrait dire, là je fais une petite note française, en 68, on se demandait comment faire l'amour sans faire d'enfant, et puis en 2019, on dit comment faire un enfant sans faire l'amour. Hein? Donc il y a juste quelque chose un curseur qui a changé, et qu'au fond, on est là dans un monde qui change, un monde qui se modifie. On en a parlé à l'université ces 2 jours, c'est-à-dire qu'on doit être à la hauteur, le psychanalyste aussi doit être à la hauteur du temps qu'il vit, qui est le temps qui est celui de l'incidence de la science sur les corps. Et comme le dit Lacan, mieux vaut y renoncer si on ne peut pas rejoindre ce qu'il appelle, qui est complexe, la subjectivité de son époque. Hein? Et ça, je crois que ça veut dire qu'on doit être dans la subjectivité de son époque. On peut pas maudire le temps qu'on vit, son époque. Et il y a une petite phrase, c'est souvent cité cette phrase que j'ai mis là de Lacan, y renoncer si on ne peut pas rejoindre la subjectivité de son époque. La suite de la citation est intéressante. Qu'ils connaissent bien la spire où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel et qu'ils sachent sa fonction d'interprète dans la discorde des langages. Ça, c'est extraordinairement important, c'est-à-dire il y a un côté Babel, il y a un côté confusion des langues, il y a un côté où il s'agit de faire face au fait qu'on pourrait dire à l'époque du mariage pour tous, le mariage problématique, c'est le mariage entre le vivant et le langage. Et que ça, c'est un mariage qui implique quelque chose de l'ordre de la continuité de Babel, de la confusion des langues, et qu'il y a une éthique, une mission d'interpréter ce qu'on ne peut pas se représenter et ce qu'on ne peut pas penser. Donc, face aux contemporains, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans ces 2 jours à l'université San Martín, il s'agit de lire le monde. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire ce qui se fait dans cette université, puisque là, il y a philosophes, anthropologues, scientifiques, biologistes, psychanalystes se mettent ensemble avec le défi de lire le monde, c'est-à-dire de l'interpréter. Puisque le langage bouge, donc on est obligé de suivre le fait que le système de la langue est en train de changer par l'incidence de la technique et par le fait que nos représentations ne suivent plus ce qui se passe. Donc il y a un réel qui surgit et qui a une mission d'interprétation de ce réel. Alors, face effectivement à tout ça, les biotechnologies, on aura compris, impliquent un monde, ça va ? Un monde fabriqué. Un monde inventé. J'ai une phrase que je dis souvent
et que j'ai déjà dites, mais je pense qu'il y a un monde qui s'invente, reste à l'inventer. Comment on peut inventer le monde qui s'invente? Puisque ce monde qui s'invente, il s'invente, qu'on le veuille ou non. Hein, les choses changent. Et il s'agit d'inventer ce monde, même s'il laisse perplexe. Il y a une perplexité, une sidération et surtout une angoisse. Je pense que beaucoup de réactions, soit religieuses, soit sociales, soit politiques, reposent la question de l'angoisse. Hein, c'est-à-dire que, au fond, c'est ça. Les comités d'éthique, c'est des observatoires de la perplexité contemporaine. Ils sont intéressants parce qu'ils reçoivent toutes les questions qui laissent perplexes. Et c'est des observatoires de l'angoisse. Je pense que cette dimension de l'angoisse, elle est très importante. Peut-être qu'il faut faire des états généraux de l'angoisse contemporaine. On devrait créer un observatoire de l'angoisse. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire si on veut être en avance sur son temps, si on veut être à hauteur de la subjectivité de son époque, il faut créer un observatoire de l'angoisse. Et que cet observatoire de l'angoisse, il doit être créé plus vite que le fait que cette angoisse nous sidère, nous fige et nous pétrifie. Et ça, c'est une mission peut-être de la culture dans son lien à la science, c'est d'être capable de penser l'angoisse en jeu et de retrouver ce que c'est que l'angoisse. Puisque l'angoisse, c'est un signe, pour Lacan, c'est le signe du réel, on pourrait dire, pour le résumer beaucoup. C'est-à-dire quand il y a un surgissement du réel, l'affect qui est mobilisé, c'est l'angoisse. Alors, face à l'angoisse, on pose les questions issues de l'angoisse et de la perplexité au comité d'éthique. Je suis membre, effectivement, comme vous l'avez dit, du comité consultatif national d'éthique en France, où on reçoit des questions qui viennent de l'angoisse contemporaine sur les intersexes, sur les transsexuels, sur la procréation des transsexuels, sur la fin de vie, sur le suicide assisté, sur plein au fond, de défis contemporains qui sont des pratiques qui existent et qui déboussolent la société. Et effectivement, par rapport à ça, il y a deux réactions qui peuvent prendre chacun. C'est ou bien le technoprophétisme, de dire voilà un monde augmenté, un monde transformé, un monde transhumaniste, on va de l'avant, on est du côté prophétique, ou les biocatastrophistes qui disent tout s'en va, tout se détruit, on n'a plus rien à quoi se référer, on est dans une crise symbolique qui, au fond, ravage nos sociétés. Alors, reprenons. Les nouveaux modes de procréation impliquent des vertiges. Vertige est un mot important, spécifiquement choisi. C'est peut-être un mot qui va avec l'angoisse, mais le vertige a cette double valence à la fois d'angoisser et d'attirer. C'est-à-dire que si vous êtes suisse, je crois qu'en Argentine, on a le vertige horizontal dans la pampa. En Suisse, on a des vertiges verticaux, mais vous en avez aussi en allant tout au sud de l'Argentine. Qu'est-ce qu'on a quand on a un vertige vertical? C'est qu'on est attiré et qu'il y a quelque chose d'une jouissance mise en jeu par le vertige. Donc il y a à la fois l'angoisse et la jouissance. Je dis ça pour la discussion psychanalytique ensuite. Alors j'ai distingué dans le livre publié par les éditions ici 3 vertiges. Vertige de l'origine, vertige de la différence et vertige de la prédiction, que je vais reprendre rapidement. Alors, vertige de l'origine. Il faut, pour m'écouter, bien distinguer l'origine, qui est différente de la sexualité, qui est différente de la procréation, qui est différente de la gestation, qui est différente de la naissance et qui est différente de la filiation, de la généalogie.
c'est important de réaliser que chacun de ces éléments mobilise des univers imaginaires et symboliques totalement différents. Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'imaginaire, les images de la sexualité, c'est très différent des images de l'origine. Et l'image de l'origine, elle manque. Et même les gens disent, quand commence la vie ? Est-ce que c'est la première division ? Est-ce que c'est dans le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule ? On a énormément. Est-ce que c'est avant, dans les générations ? La gestation, c'est un autre imaginaire, avec d'autres représentations. La naissance aussi, qui est aussi beaucoup discutée sur la place des photos, des caméscopes dans les salles d'accouchement. Est-ce qu'on filme ? Est-ce qu'on passe à l'anniversaire des 20 ans l'accouchement, où on voit le bébé sortir de la mère ? Enfin, c'est des questions qu'ont eu les gynécologues. Par exemple, les gynécologues de l'hôpital où je travaille, on dit, mais au fond, on peut... Le père, parce que les pères filmaient entre les cuisses des femmes avec une caméra. Et il disait, mais non, ça le gênait, le gynécologue. C'est les sages-femmes qui vont regarder là. Et le gynécologue disait, mais le père, il doit se mettre à la même place que la tête de la mère, quoi. Il ne peut pas voir ce que la mère ne voit pas. Bon, en tout cas, c'est des questions. L'origine du monde, le tableau de Courbet qui était dans le cabinet de Lacan, tout ça, c'est des questions différentes. La représentation de la généalogie aussi, c'est différent. Mais dans cette série, peut-être l'élément le plus irreprésentable, c'est la procréation. C'est-à-dire que les artistes nous offrent la possibilité de représenter la procréation. Ils représentent une représentation d'irreprésentable. En fait, il y a quelque chose d'irreprésentable dans la procréation, et la procréation, c'est certainement la chose la plus irreprésentable. Donc, vous voyez, il faut bien réaliser que toute cette lignée d'origine, sexualité, tout ça, dans une épistémologie biologique, à l'école, tout le monde apprend et puis on sait que tout ça s'enchaîne. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est en discontinuité, un registre avec l'autre. Et la question fondamentale, c'est d'où viennent les enfants ? Ça, c'est la question insoluble par excellence. Personne n'a pu résoudre cette question. D'où viennent les enfants ? Freud disait, justement, c'est la question insoluble. Alors, au fond, pourquoi c'est si insoluble ? Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi ne suis-je pas Hugo Freda ? Et moi, Sermet. Pourquoi suis-je né ici, où je suis né, et pas ailleurs ? Pourquoi maintenant et pas en un autre temps ? Aucune réponse à ces questions. Je vais raconter une petite histoire clinique qui est pour moi totalement enseignante. Histoire genevoise, peut-être à Buenos Aires ce serait différent. Donc une maman est enceinte, ça arrive même à Genève. Une maman est enceinte et sa petite fille qui a 8 ans lui dit « mais c'est quoi ça ?» Alors la maman, c'est le matin, le petit déjeuner, commence à balbutier. Oui, tu comprends, le papa, la maman, ils s'aiment, ils sont tout proches, le baiser, et puis après, ils vont encore plus proches, et puis la graine, et puis là, la maman transpire, elle ne sait plus comment raconter la suite. Alors elle dit, mais tu vois, c'est comme les fleurs, les abeilles, le miel, et elle continue à tartiner le miel et tout ça. La petite fille lui dit, arrête ces idioties. La mère la regarde sidérée. Arrête ces bêtises. Et
la petite fille dit, mais tu sais, nous, on sait exactement comment ça se fait. On regarde sur notre iPhone à la récréation tous les films sexuels. Je te demande vraiment pas quelle position du Kama Sutra vous avez adoptée pour me concevoir. Alors, la maman, là, elle est vaincue. Et puis, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, et la petite fille de lui dire, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais? À ça, aucune réponse. C'est comme la mort, irreprésentable. Hein? On dit, ben voilà, le grand-père est mort, il est en terre, son âme est au ciel, et l'enfant de dire, ok, quand mon corps sera en terre et mon âme sera au ciel, moi, où est-ce que je serai? C'est irreprésentable, la mort. Mais l'origine, c'est encore plus irreprésentable. Et au fond, voilà. Donc, d'où viennent les enfants? À chacun son explication. Peut-être on se souvient de ces théories sexuelles infantiles, hein, c'est ce que Freud appelait les théories sexuelles infantiles. Peut-être on s'en souvient, mais peut-être qu'on ne s'en souvient pas et que c'est au noyau des fantasmes inconscients que chacun a ou de sa névrose infantile, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire qu'on a des scénarios qui donnent à la réalité son cadre. En tout cas, on a des explications, on a une représentation, parce que l'enfant, il est en enquête sur son origine. L'enfant, c'est un chercheur. C'est un chercheur et la source de toute recherche, c'est cette dimension aussi, je ne veux pas dire que ça, de curiosité sur l'origine. Peut-être même les astrophysiciens qui cherchent sur le Big Bang cherchent autre chose que le Big Bang. Enfin, voilà. Donc, tout le monde cherche quelque chose, vous voyez. Alors après, les enfants, ils ont un certain talent. Vous voyez ici un dessin que je dois avouer qui est de ma petite fille Eva. Un jour, elle dessine sur mon bureau ça. Alors, je ne lui ai pas fait des théories sur les théories sexuelles infantiles. Mais donc, pendant que sa mère était enceinte, elle dessine. Vous voyez, cet être un peu... Il a un sourire un tout petit peu perplexe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'autre qui est dans le ventre, et puis bon, là, je n'ai pas très bien compris cette espèce de téléphone, mais enfin, je laisse Hugo Freda interpréter, ça dépend des Kleiniens, verrait plein de choses sur cette image. Donc il y a toutes sortes d'images qu'on peut recueillir dans la clinique, avec effectivement, j'aime bien les sourires, vous voyez, parce que là aussi, là c'est la mère qui est perplexe, alors que le bébé sourit largement. Hein? Là, il y a une inclusion en série. J'ai toute une collection, on pourrait faire un autre livre sur les collections de dessins des enfants avec une longue carrière. On a beaucoup de choses de ce type. Et là, vous voyez qu'il y a un côté poupée gigogne, puisque l'enfant à l'intérieur a lui-même une cavité. Ici, tout le monde sourit. Hein, donc ça, c'est vraiment le bonheur absolu. Parfois, c'est plus compliqué. Il faut aller chercher l'enfant à travers une césarienne. Bref, il y aurait plein d'images, mais aussi plein de théories sexuelles infantiles avec un déni de la sexualité des parents, puisque le seul couple de l'inconscient, c'est le père et la mère, c'est pas l'homme et la femme. Ça, c'est peut-être le problème qui est en jeu et qu'on imagine aussi des romans familiaux. En fait, on casse totalement, on est par-delà le biologique, et les romans familiaux, les enfants n'arrivent pas à imaginer que cet homme, c'est le père, et que cette femme, c'est la mère. En fait, ils sont issus d'une filiation prestigieuse, ils ont été volés, ils ont été adoptés, ils viennent d'ailleurs. En tout cas, dans tout ça, qu'est-ce qu'on constate? Théorie sexuelle infantile. Donc, l'enfant entre par l'oreille, sort par le nombril. Il entre par la bouche, il sort par derrière. Ou comme m'avait dit un enfant, qui pensait qu'il était entré par le nombril, mais j'ai dit par où t'es sorti, et il me montre la cuisse. Chacun a son narcissisme. Hein. Lui, il était sorti de la cuisse. Et au fond, qu'est-ce que ça comme caractéristique? Qu'est-ce que ça a comme caractéristique? Les théories sexuelles infantiles, c'est que ça court-circuite le sexe. Il y a tous les orifices, sauf
le sexe. C'est pour ça que les théories sexuelles infantiles ont comme caractéristique d'être pas sexuelles. Qui fait qu'il y a peut-être aussi un lien intéressant, je dis ça pour la clinique, entre les troubles somatoformes, les troubles psychosomatiques et les théories sexuelles infantiles. En tout cas, les théories infantiles court-circuitent le sexe dans la procréation. C'est ça. Ça veut dire quoi? Que fantasmatiquement, nous sommes tous issus de procréation médicalement assistée. Et c'est une explication qui va mieux à tout le monde. Et d'ailleurs, je me demande parfois si les débats qui peuvent être violents dans les commissions parlementaires, dans les États, sur les procréations médicalement assistées, ne sont pas dus au fait qu'en court-circuitant le sexe dans la procréation, on le montre. Et ça, c'est pas tout simple par rapport au monde de la religion, au monde enfin d'une certaine morale. Finalement, le débat sur les procréations touche à ça. Alors, les biotechnologies de la procréation rajoutent un problème, parce qu'elles font des disjonctions. Des disjonctions. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un avis éthique. Concrètement, elles disjoignent, c'est-à-dire qu'elles montrent qu'il n'y a pas de continuité, qui habituellement est reconstituée, cette continuité. Elles disjoignent la sexualité et la procréation, court-circuitant la procréation de la sexualité. Elles disjoignent la procréation et la gestation, par exemple à travers les gestations pour autrui. Elles disjoignent origine et filiation, avec don d'ovules, don de sperme, don d'embryon. Et on peut ajouter une disjonction temporelle. Donc tout est disjoint. Là, j'ai pris une œuvre d'un artiste qui représente ce gel du temps, qui peut être le gel de quelqu'un en devenir, avec la conservation des spermatozoïdes, la conservation des ovules, la conservation des embryons, des zygotes. Et c'est tout le débat de l'autoconservation ovocytaire, qui est un grand débat, en tout cas en France, c'est-à-dire de conserver ces ovocytes pour les utiliser ultérieurement. Vous faites d'abord une carrière brillante dans la banque, et puis vous devenez présidente de Générale, et puis plus tard, je ne sais pas, 45 ans, vous dites, bon, maintenant je fais une période sabbatique, je fais un bébé, mais je prends mes ovules de 20 ans, que vous avez évidemment gardés. Donc c'est un don temporel fait à soi-même. C'est intéressant puisque là, on a vraiment de nouveau ce rapport au temps qui est présent, c'est-à-dire, là j'ai mis une œuvre de Parmigiani, c'est-à-dire une horloge qui n'a plus d'aiguille, quoi. On arrête le temps, c'est-à-dire c'est gel du temps, c'est pas de la congélation du vivant, c'est le gel du temps. Après, on peut aussi décaler la procréation et puis entre les générations, on peut tout imaginer à partir de là. Il y a des combinaisons diverses qui vont pour l'observatoire de l'angoisse. Et on peut même disjoindre tout, on peut tout disjoindre. C'est-à-dire disjoindre le biologique et le social. C'est-à-dire si on fait don de sperme, plus don d'ovules, plus gestation pour autrui, eh bien, les parents d'intention ne participent à aucune étape de la procréation. Donc on fait double don plus une gestation pour autrui. Après, ça pose une question sur la façon de reconnaître l'enfant. Là, j'ai pris une caricature du monde voilà, c'est pourtant simple. Le deuxième parent souhaite une adoption plénière par un droit légal et bio de la mère porteuse et inversement par autrui. Bon, puis le bébé dit « j'ai rien compris ». C'est une nouvelle clinique. Avec aussi les gamètes de synthèse. Et ça, c'est quelque chose de difficile, mais qui est en train de se constituer. Des gamètes de synthèse, avec des cellules souches de la peau et des cellules pluripotentes induites, avec effectivement
une procréation à partir de gamètes induites à partir de cellules souches. C'est présent dans certains modèles expérimentaux. Là, un travail qui a été fait, publié dans Science, une génération d'ogonies induite par des cellules pluripotentes in vitro. Mais comme dans cet article de Science, ils disent, cependant, la différenciation jusqu'à un germe mature n'a pas pu être accomplie. Le problème, c'est après qu'au fond, on arrive à faire ces gamètes, mais elles ne sont pas encore fonctionnelles. Cependant, c'est un pas vers la procréation dans le même sexe. C'est-à-dire qu'on pourra procréer dans un couple du même sexe en créant des gamètes par des cellules souches de la peau induites. Moi, je pense que votre université va faire ça demain. Alors, des chercheurs chinois ont obtenu des souriceaux à partir des parents du même sexe. Et ça, donc, chez les souris, ça a été réalisé. Donc, je pense que ça va aller. Après, on peut aller plus loin en disant, bon, on va faire des disjonctions homme-machine. C'est-à-dire que l'autre disjonction, c'est les cyborgs, c'est les robots, c'est la fabrication artificielle, c'est finalement le rêve de Pygmalion qui fabrique, n'est-ce pas, un individu, une machine, là c'était dans le marbre, et qui devient vivante. Et vous avez tous suivi les péripéties du robot Sophia, qui a été faite par une entreprise et qui a été à l'ONU, et qui a été citoyenne de l'Arabie Saoudite, sans voile, et qui a même eu le droit de conduire une voiture en Arabie Saoudite. Enfin, c'est un truc ahurissant. Elle est citoyenne de l'Arabie Saoudite, et elle a fait un discours à l'ONU, elle a répondu à des questions. Voilà. Donc on retrouve Pygmalion. Là, je vous mets une citation de Jean-Jacques Rousseau dans son... Au fond, il avait un projet musical, Pygmalion, n'est-ce pas? Galatée se touche et dit « moi ». En écho, Pygmalion s'écrit « moi ». Et Pygmalion précise « toi, c'est moi. Tout mon moi est en toi. Je ne vis plus désormais qu'en toi ». Donc là, il y a quand même ce projet de créer quelque chose entre le vivant et la machine, qui est aussi à mettre au programme des débats qui peuvent nous occuper, et peut-être l'humanité, dans quelque temps, devra mendier, comme on en voit certains dans les villes, avec des robots très efficaces qui vont marcher plus vite que les humains. En tout cas, les biotechnologies de la procréation dévoilent des choses difficiles à penser, un réel impossible à penser. Et effectivement, un monde de choses forgées par la science, de gadgets. Lacan avait eu l'intuition dans le séminaire 17, il parle effectivement de choses fabriquées par la science. Je vais peut-être passer, enfin qu'il a appelé l'atouse, des objets de la science qui peuplent de plus en plus le monde, objets faits pour causer le désir, des objets inventés. Donc je crois qu'on est à l'ère de ce questionnement qui nécessiterait un développement plus précis sur ces objets fabriqués, inventés, qui au fond impliquent des points de butée. Alors, je sais qu'on traduit difficilement point de butée. Pour moi, c'est un point central pour l'observatoire des conséquences subjectives de la science. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à penser. Je crois que c'est au fond des butées logiques de ce qui s'énonce comme impossible, écrivait Lacan. C'est de là que le réel surgit. Ça veut dire des butées logiques, il veut dire du logos, du langage, qui ne peut pas penser, se prêter à ça. En même temps, vous voyez, avec l'introduction que j'ai faite en mettant les procréations religieuses, même Dante, la Divine Comédie, toutes ces dimensions
elles étaient déjà pensées. Enfin, c'est complexe cette histoire de butée logique, mais de butée contre quoi nous nous cognons le front, disait Lacan. Hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le penser, et c'est là, je crois, qu'on est convoqué sur des points paniques issus de ces points de butée, ces impensables. Et effectivement, ces points paniques, eh bien, ils sont bouchés par un fantasme, un délire. Ah oui, tu veux du papier. Oui. Les points. Donc, ce qu'on n'arrive pas à penser, qui génère l'angoisse, on tamponne, on bouche avec un scénario fantasmatique. Et effectivement, c'est quelque chose, je vais aller peut-être accélérer, hein, c'est-à-dire le fantasme protège de l'angoisse en même temps que le fantasme génère l'angoisse. Et là, on a une spirale entre biotechnologie, fantasme et angoisse, qui est au cœur de tout le débat éthique et politique autour des procréations, mais aussi le débat subjectif, l'idée d'une transgression, l'idée d'une faute, l'idée d'avoir... Vous savez, souvent, l'infertilité est associée avec l'idée d'un interdit de procréer. C'est d'ailleurs le premier oracle de tout le mythe d'Oedipe. Laios a fait une faute et il y a un interdit de procréer. Et au fond, on a une spirale là entre si on veut, la réalité qui, à travers le fantasme, devient une biotechnologie, mais la biotechnologie qui produit aussi des scénarios fantasmatiques et effectivement qui produit une nouvelle réalité. Et on a vraiment une spirale entre le fantasme, la biotechnologie, le réel mis en jeu et l'angoisse, qui est au cœur de tous ces débats. Je passe vite, mais je pense qu'on saisit ce que je veux dire. C'est-à-dire, moins on comprend ce qui se passe, plus on a de scénarios imaginaires et fantasmatiques, plus ces scénarios imaginaires et fantasmatiques peuvent tamponner l'angoisse, mais en même temps produire l'angoisse. Et au fond, on est dans cette spirale qui est quand même au cœur des débats éthiques. C'est là que la psychanalyse a une fonction de nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder ces questions sans aussi se référer à la psychanalyse. Pas qu'à la psychanalyse, mais aussi à la psychanalyse, pour penser ces dimensions inconscientes, fantasmatiques, à la base de l'angoisse, mise en jeu par les technologies. Alors, cette fameuse butée logique dont je parle, elle est due à quoi ? Parce qu'au fond, on peut juste s'arrêter là-dessus en disant, mais au fond, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a cette butée logique ? Je pense qu'il y a 3 dimensions fondamentales. C'est l'irreprésentable de l'origine, l'irreprésentable du lien entre sexualité et procréation, et l'irreprésentable, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, de la mort dans la procréation. Parce que introduire un être à la vie, c'est l'introduire au registre de la mort. Et peut-être c'est ça l'élément le plus inconscient, le plus refoulé, le plus difficile à se représenter dans les procréations médicalement assistées. C'est-à-dire que l'infertilité, elle est vue comme un processus de mort, et puis la transgression de ce processus de mort est vue comme introduisant un risque de mort. Je dis ça, vous avez bien compris, comme clinicien, pour avoir des repères, pour éviter que des sujets tombent dans ce genre de piège par rapport à une terreur sacrée du fait d'avoir pu procréer quand la nature n'était pas là pour aider à procréer. Je crois qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup d'une superposition entre la loi morale et la loi naturelle. Et qu'on voit trop la loi naturelle, la loi morale, comme résultant de la loi naturelle. Papa, maman, enfant. C'est de la manif pour tous en France, un mouvement contre
les procréations médicalement assistées, eh bien, ils disent, en particulier pour les femmes, etc., ils se réfèrent à cette loi naturelle. Bon, en tout cas, on est dans des situations particulières de la procréation avec des demandes sociétales, comme j'ai dit, les couples de femmes, les femmes seules, les couples d'hommes, les hommes seuls, les transsexuels ou les asexuels. La procréation chez les asexuels aussi, qui est au fond un problème contemporain. Il y a des associations d'asexuels qui sont de plus en plus présentes et qui défendent leur point de vue. Et donc, effectivement, on comprend que les choses soient difficiles parce qu'on a une connexion entre le plus intime et le plus politique. Vous voyez, c'est comme si l'intime faisait sa sortie dans le monde politique. Chacun peut avoir un appartement avec une chambre à coucher. Dans les magasins, on vend des grands lits. Mais au fond, ça ne fait pas trop d'émotion. On ne va pas fermer Ikea parce qu'ils vendent des lits à 2 places. Vous voyez, enfin, donc, on supporte. Tandis que là, tout à coup, c'est quelque chose d'intime qui est posé sur la scène publique parce qu'on introduit une technique. Et ça, je crois que c'est... Alors, face à tout ça, comme je dis souvent, l'enfance nous regarde. Elle écoute nos discours. Elle va lire plus tard les avis des comités d'éthique. Là, par exemple, je vous ai mis un dessin humoristique. Maintenant que tu es grand, tu as le droit de savoir que tu es issu d'une fécondation in vitro sur une mère porteuse ayant accouché sous X. Car depuis que la femme de papa est partie quand elle a découvert qu'il était gay et que ton autre papa est venu habiter à la maison, papa a demandé à oncle Maurice de prêter une petite graine à ta maman biologique inconnue. Donc ça, c'est des nouveaux discours familiaux. J'ai pris dans Libération aussi des conflits familiaux, les nouveaux conflits familiaux. Va vivre chez ta mère porteuse. Retourne dans ton utérus de location. Va habiter chez ton donneur de sperme. Ramasse ta FIV, ta fécondation in vitro, et tire-toi. Prends les clés de ton éprouvette et fous le camp. Va vivre chez ce couple de connards d'amis qui, avec leur premier enfant, nous ont donné envie d'en avoir un, nous aussi. Ça, c'est peut-être les... Bon, deuxième vertige. Je vais passer vite. Deuxième vertige, c'est le vertige de la différence. Je pense que tout le débat autour des procréations et des biotechnologies tourne dans l'articulation entre la différence des sexes et la différence des générations. On en parlait à l'instant, entre l'origine et le genre. Et au fond, ce n'est pas étonnant qu'on soit dans une époque où la question de l'origine est en jeu autour des procréations, en même temps que la question du genre. Et là, je vais juste passer rapidement en disant qu'est-ce qui est nouveau du point de vue de ces procréations dans les couples d'hommes ou les couples de femmes. Je pense quand même qu'il y a des questions qu'on doit se poser. C'est l'institutionnalisation médicale d'une conception sans père qui pose question. Les gens se débrouillent, mais ça pose question. L'institutionnalisation d'une conception sans mère aussi. Et pour moi surtout, la mère devenue incertaine. Parce que jusqu'à maintenant, c'était le père qui était incertain, et maintenant, la mère, ça peut être celle qui a donné l'ovule, celle qui a donné le ventre. Par exemple, des couples de femmes croisent maintenant beaucoup, celles qui donnent le ventre, celles qui donnent l'ovule, et après ils alternent. Ça va quand ils sont bien, mais quand ils se divorcent, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se divorce moins quand on est homo que quand on est hétéro, ça devient très compliqué. C'est moi qui ai donné le ventre, c'est moi qui... Puis là, le droit est en retard sur les pratiques, parce que le droit ne donne comme seul critère le ventre maternel. Et donc, voilà. Plus la disjonction temporelle.
Alors, ça crée des petits exercices pour comité d'éthique. Par exemple, un trans F2M, de femelle à mâle, revendique d'être reconnu comme mère en tant qu'homme. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a gardé son utérus, elle a gardé son ovule, et c'est ça qui a été utilisé pour féconder. Et elle va, maintenant qu'il y a le mariage pour tous, elle va à l'état civil du coin et elle dit, en tant qu'homme, il dit, barbu, tout ce qu'il faut, c'est moi la mère. J'aimerais être mis comme deuxième mère. L'officier d'état civil a un petit vertige, parce qu'il a lu le livre publié récemment. Hein? Il a un vertige. Et bon, maintenant, en France, il y a des procès sur ça qui viennent au comité d'éthique où je suis, parce qu'après, ça fait jurisprudence. De même, un homme devenu femme peut être revendiqué d'être reconnu comme père en tant que femme. Donc, on a aujourd'hui potentiellement des hommes mères et des femmes pères. D'où, effectivement, des questions... attendez, je me suis mélangé. Bien, donc, ok. Il y a 52 minutes, 10 secondes. Donc, on a dit 1 heure. Hein. Donc, je vais aller rapidement, puisque sur le 3... une demi-heure de discussion. Oui. On a dit 1 heure, donc il me reste 10 minutes. Donc, ça va très bien. Troisième vertige, c'est le vertige de la prédiction. Comme je l'ai dit dans d'autres conférences où certains étaient là, à l'université, pour moi, c'est le véritable problème des procréations médicalement assistées. C'est-à-dire, c'est le lien procréation-prédiction. C'est-à-dire que ce lien est devenu possible et modifie certainement de façon importante les procréations par le fait de vouloir choisir une potentialité de faire un enfant qui ne sera pas atteint par une maladie qui est transmise dans les générations et effectivement d'éviter un destin à l'enfant. Et au fond, à partir de là, une présence de plus en plus grande de la médicalisation de la procréation dans les pratiques. C'est-à-dire que les homosexuels qui procréent nécessitent une intervention technique, sauf s'ils font de la procréation conviviale. Hein. Je pense qu'on n'a pas assez étudié la place de la procréation conviviale. Vous pouvez acheter du sperme sur Internet, vous pouvez demander à des voisins. Enfin, voilà. Donc, c'est pas... Mais enfin, pour les hommes, c'est plus compliqué. Mais on peut toujours demander à quelqu'un de porter la grossesse. Bon, il y a le côté convivial, mais autrement, c'est un côté médical, technologique. Donc, on va médicaliser la procréation et les futurs marginaux, ça sera les hétérosexuels qui vont se permettre de procréer comme ils veulent, sans contrôle du sperme, sans analyse du génome, sans contrôle des ovocytes. Un véritable danger public. Et sans contrôle de l'État. Et sans contrôle de l'État. Hein? Et après, on dit, je couche dans un hôtel à Buenos Aires, je conçois un enfant, ensuite, s'il y a un problème, la société assume. Bon, c'est horrible de dire ça, hein, mais je fais un peu de théâtre parce que je suis assis à côté d'Hugo Freda, donc c'est contagieux, quoi. Donc, il faut faire du théâtre, oui. Sinon c'est insupportable. Alors voilà, donc ça c'est ce lien procréation-prédiction qui est effectivement important et sur lequel je me suis beaucoup exprimé et que je pense... Voilà. Donc
Comment terminer? En 5 minutes. Je trouve que c'est bien de respecter le temps. Alors, pour terminer, je dirais la chose suivante. Je ne vais pas prendre mes PowerPoint parce que ça va disperser l'attention. Pour terminer, l'enjeu de la procréation, c'est le devenir. C'est l'origine à venir. Donc, il s'agit de ne pas ramener l'enfant aux conditions de sa procréation. Ne pas faire de sa procréation une cause à tout faire. Et se dire au contraire que tout dépend de ce que l'enfant fera et pas de comment on l'a fait. Donc, détacher le devenir de la procréation. Et ce devenir est un devenir ouvert, où le sujet est auteur et acteur de son devenir. Donc le risque dans les procréations médicalement assistées, c'est de trop voir l'enfant par rapport aux conditions de sa procréation, dont on fait une cause à tout faire. C'est-à-dire que ça explique beaucoup de choses. Je prends un exemple, je ne sais pas s'il marche en Argentine. J'ai une consultation avec un couple qui a utilisé des produits congelés, donc qui avait conçu un enfant et puis avait congelé les embryons surnuméraires et ensuite, 4 ans plus tard, avait implanté ces embryons pour avoir un nouvel enfant. Et ils sont venus me consulter parce que cet enfant avait un problème, comme beaucoup d'enfants ont un problème, que moi je ne ramenais en rien à la procréation, mais comme ça devient une cause à tout faire, là. Quand la consultation s'est terminée, la maman a dit à son enfant « Viens mon Findus ». Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de surgelé. C'est une marque de surgelé. C'est une marque de surgelé en Europe, Findus. Findus, vous trouvez, c'est très connu parce que les enfants, ils adorent un truc horrible. C'est des petits bâtons panés de poisson qu'on fait à la poêle. Et ça, c'est Findus. Tout est Findus. Tous les congelés en Suisse sont Findus. Et elle dit, viens mon Findus. Ça veut dire qu'elle saturait sa représentation par son mode de conception. Je trouve que l'exemple, voilà. Hein, et une a dit, mon petit congelé. Donc c'est déjà congelé, congelé. Bon, ça c'est aussi difficile en français. Hibernatus aussi, c'était un film. Tout ça c'est pris dans une culture. Louis de Funès. Voilà. Donc en fait, des façons de surreprésenter l'enfant par son mode d'origine. Donc il s'agit de libérer l'enfant de ça. Hein, et ça, c'est tout l'enjeu du travail clinique avec les procréations médicalement assistées. C'est-à-dire permettre à l'enfant de devenir l'interprète de ce qu'il va faire être, devenir, au fond, que l'origine puisse se prendre dans le devenir, voyez, que l'origine puisse se prendre dans le tourbillon du devenir. Ça, c'est ce qu'on doit réussir à faire comme clinicien, c'est-à-dire introduire une discontinuité et pas être pris dans une fascination pour la causalité, avoir une position critique sur le déterminisme, ne pas être dans une causalité linéaire entre une cause et un effet, mais au contraire être attentif aux réponses de l'enfant. Chaque enfant invente sa vie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je m'invente. Chacun s'invente dans une origine qui est maintenant et une origine qui est à venir et qu'on est responsable par les réponses qu'on fait de cet avenir dont on est l'interprète, l'auteur, l'acteur d'un avenir sur la base de quelque chose qui ne doit pas être saturé par un excès d'histoire, de représentation. Ça, c'est valable très fortement pour les enfants issus de biotechnologie, mais aussi pour des enfants adoptés, aussi pour des enfants qui ont été prématurés, aussi pour des enfants qui ont des anamnèses compliquées autour de la conception, de la grossesse et de la naissance. Et ça, c'est une grande responsabilité des cliniciens.
Moi, j'ai toujours dit dans mon enseignement, on n'est pas des cliniciens du déterminisme, on est des cliniciens de la réponse. La réponse que chaque enfant constitue. Réponse, responsabilité, c'est un mot proche en français, et qu'au fond, de sa position, le sujet est responsable. Et il faut laisser l'espace à cette réponse. C'est ça le travail clinique avec les procréations médicalement assistées. Merci pour votre attention. Bien, tenemos exactamente 15 a 20 minutos. Voy a hacer nada más que un solo comentario. Comentario para... Sí. En 3 registros. El registro simbólico, el registro imaginario y el registro real. No voy a explicar acá qué son estos 3 registros ahora. Son 3 registros fundamentales inventados por Lacan para construir lo que se llama una nueva clínica. Y a partir de lo que dijo François, yo también me llamo François, quiero que lo sepan, me llamo Francisco, somos de la generación de los franciscos, o sea, podemos mismos llegar a altos lugares, por ejemplo, a ser papa, una cosa así. Pero, ¿dónde se introducen modificaciones esenciales? A partir de los avances tecnológicos. No voy a hablar en sí mismo de los avances, sino el primero, una gran... lo simbólico no es lo mismo. Ya. Se puede decir hijo de puta. Pero ahora, como los chistes lo dijeron ahí, no se va a decir más hijo de puta, se va a decir hijo de una madre que no conoces o de un óvulo que ha desaparecido. Porque en el fondo hijo de puta es el hijo de una puta que se sabe bien quién es. Es la de la esquina de la casa, por ejemplo. O sea, este es un primer hecho que ya eso nos ha hecho reír los que nos presentó François, pero es una nueva manera de crear un insulto nuevo a partir de los productos de la biotecnología. Segundo problema, que esto toca a lo real, que es una tensión entre el nombre y el cuerpo. O sea, ya una cosa es, yo soy una mujer que me llamo Pablo, como Preciado. Quiere decir que empieza a haber acá una tensión donde ya se ha roto, se ha dislocado la tensión entre el cuerpo y el nombre. O sea, están los nombres de mujer, los nombres de hombre, y a cada nombre corresponde un sexo particular. A partir de las nuevas tecnologías, esta tensión se ha roto. Yo puedo decirme ahora soy una mujer, en vez de Hugo soy Uga. Y no habría demasiado inconveniente. Voy a la ley, pongo todos mis documentos, soy mujer, me llamo Uga en vez de Hugo, o Francisca en vez de Francisco, y poco importa la tensión que había entre el cuerpo y la nominación. Tercer punto de ruptura, al interior de lo real del cuerpo en su relación con el efecto de nominación. Y tercer punto de ruptura fundamental, me parece, es que a pesar de la libertad supuesta en este
polisemia de la procreación, esto va a estar bajo control del Estado. Se va a controlar mucho más las nuevas formas de procreación que la fórmula, se diría, el underground va a ser, como él lo dijo, los heterosexuales. O sea, no hay que creer para nada que hay una gran liberación, muy por el contrario, vamos a hacer un control mucho más grande de los motivos y de las modalidades de procreación. Porque como se ha roto la relación, como bien lo explicó François, entre sexo y procreación, entonces el Estado tiene que ocuparse de la procreación y dar modelos. Y va a haber evidentemente un mercado negro de la procreación, y va a haber va a haber si en un país no se puede, en otro sí. Entonces no solamente va a haber un mercado negro de la procreación, entonces el Estado va a intervenir cada vez más. ¿Y dónde no va a intervenir? Porque no les interesa. Es entre estos un señor que llama un hombre que tiene un hombre y una mujer que tiene una mujer, y que de pronto se encaman y hacen cositas, y de pronto tienen un hijo y que le ponen un nombre. Eso ya no va a interesar más a nadie. Eso se regula solo por el hecho natural. O sea, no hay que creer que en esto hay tanto una liberación. Hay que ver que liberación no tiene nada que ver con libertad. Esto genera una tensión muy particular entre ciencia, religión y política. Estos son los 3 puntos que evoco para nuestro próximo observatorio de la angustia y de todas esas cosas que quiere hacer François acá. Bien, esto, una introducción muy importante, cómo la tecnología se viene a reformular los grandes registros de la subjetividad contemporánea. Ahora dejo la palabra a ustedes, he sido 3 minutos nada más. Todas las preguntas que tengan y rápido. ¿Quieren hacer todas las preguntas? Bien. Sí, gracias, profesor. Muy brevemente, usted dice que la importancia ante el vértigo de esta procreación asistida, de estos tipos de procreación asistida, lo que hay que hacer o lo que de verdad importa es lo que el niño hará o lo que la criatura hará con su porvenir, para saber cómo pensar a estos nuevos seres que estamos creando en los laboratorios, ¿no? Y desde esa perspectiva, mi pregunta es, ¿qué concepto tiene usted de normalidad, la categoría normalidad y la categoría identidad? Esas 2 categorías, y ahí, si la normalidad es un concepto cuyo contenido siempre está por venir, igual para la identidad. La identidad, ¿cómo se forma? ¿Siempre con el futuro por venir? En el sentido de que usted dice que el origen pasado es una cosa que siempre nos va a llevar a la angustia. Muchas gracias. Preguntas que va. Si elles sont aussi complexes que celles-là, et que j'en ai 10, je vais répondre une après l'autre, parce que je ne vois pas, déjà là, merci pour cette question qui est excellente. Ah, j'ai 2 minutes. Ah, je peux répondre. Ok. Oui, je pense que au fond, la réflexion sur la norme, elle est importante. Parfois, je me dis, est-ce qu'on doit penser en termes de normes ou en termes de malentendu? Parce qu'au fond, il y a un malentendu dans l'origine. Lacan disait, l'homme naît malentendu. Il y a aussi un malentendu par rapport au corps qu'il a,
qui pour lui surgit dans l'ordre du malentendu. Alors bon, c'est un premier élément de réponse, norme et malentendu. Hein, ensuite, la question contemporaine sur la norme. Bon, on a des fois une définition de la norme comme la norme pour tous. Et puis aujourd'hui, on est peut-être dans le registre de « à chacun sa norme ». Et peut-être on va vers le hors norme pour tous. En tout cas, il y a une réflexion à avoir sur le concept de norme qui peut-être a été subverti par des situations actuelles. Hein, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se réclame de la norme pour limiter des pratiques est très répressif et oppressif. Bon, après, ça dépend comment on considère la norme, puisque avec Canguilhem, le philosophe français, il considère la norme comme des allures de la vie. On craque des normes pour en faire des nouvelles, dit-il. Et peut-être en ce moment, il y a les normes anciennes qui craquent pour en faire de nouvelles. Bon, voilà, donc votre question, norme, malentendu et dynamique de la norme, invention de nouvelles normes, c'est peut-être quelque chose qui est important. Ensuite, l'identité, c'est excellent de poser cette question sur l'identité parce que ça touche à une préoccupation que j'ai, c'est-à-dire quel est le rapport entre l'origine et l'identité. Alors aujourd'hui, on est dans une violence sur la notion même d'identité, avec les migrants, avec les gens qui sont catégorisés par leur origine. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une catastrophe politique induite par l'idée même d'identité. Or, les révolutionnaires de l'identité, que sont par exemple certains transgenres, comme Paul B. Preciado, puisqu'on en parlait, j'ai discuté avec lui, considèrent que l'identité, c'est vide, qu'il n'y a rien, et qu'il y a le malentendu des identifications où l'autre vient vous remplir ce vide. Donc je crois que les transgenres, ils se donnent un corps, ils se donnent un prénom, ils se donnent une identité autre, ils se donnent une origine. Et que je pense que la problématique aujourd'hui de l'identité, de l'origine et de la norme, c'est peut-être une façon plus haute de voir le débat que moi je prends depuis la clinique, puisque mon métier c'est la clinique, qui est l'expérience de la singularité en tant que telle. Mais on voit qu'il y a une invention d'une façon nouvelle d'être qui est en jeu dans tout ça, et une invention du quotidien, une subversion qui tombe plutôt bien dans un monde actuel où chaque fois qu'on parle d'identité, c'est le début de la catastrophe, quoi. Du point de vue politique, social. C'est comme ça qu'on a brûlé des gens, qu'on a exclu des personnes. Enfin, écoutez, franchement, voilà. Après, c'est pas simple de savoir comment fonctionne le vide de l'identité avec les identifications. On a quand même besoin de dire quelque chose qu'on prend de l'autre pour se faire soi, n'est-ce pas? Je est un autre. Le stade du miroir, c'est le regard de l'autre qui nous constitue. Bon, mais ces identifications ne viennent pas résorber le vide de l'identité. Donc peut-être ces praticiens nouveaux de l'origine, ces bricoleurs de l'origine, ces bricoleurs de l'identité, nous réveillent pour nous faire réaliser peut-être qu'au centre de toutes ces pratiques est la question de l'identité, mais de l'identité comme vide. Voilà, une réponse. Vous voyez, je dirais, c'est vraiment très intéressant votre question parce que ça noue la question de l'origine avec la question du changement de genre, quoi.
Bueno, muchas gracias, François, por tu conferencia muy buena. Una pregunta sobre los comités de ética en los que participás. Los debates, hay debates sobre las relaciones médico-paciente, sobre la práctica médica de los, me refiero a los médicos que tienen el trato directo con parejas o madres o mujeres que buscan ser madres a través de estas técnicas, porque bueno, entiendo que sí hay un debate sobre las prácticas biotecnológicas de manipulación genética, sobre lo que ocurre en el laboratorio, pero lo que me pregunto es, ¿qué pasa con la relación médico-paciente, que es una relación asimétrica, donde muchas veces el paciente queda sometido a la voz autorizada, a la palabra del médico que es el que sabe y que no puede discutir muchas veces esos criterios o no se anima o no tiene la información o los conocimientos necesarios? Esa relación que debería ser regulada, y ahora aludo a un caso que leí en tu libro, ¿no? En los comités de ética se trabaja sobre ese tema también, sobre la dominación médica sobre el cuerpo del paciente y sobre la voluntad, el deseo del paciente. Recuerdo en tu libro un caso que contás donde el genetista le proponía a una pareja controlar una serie de atributos del embrión, por ejemplo, la forma de los ojos, la predisposición al alcoholismo, a la calvicie precoz, y los padres reclamaban un poco de azar, ¿no? Que no querían diseñar su hijo tan exactamente o tan perfectamente, sino que querían un poco de azar. Y el genetista seguía tratando de convencerlos de que era mejor, ¿no?, tener un hijo prediseñado, que incluso iba a ser un hijo mucho mejor que el que ya tenían y habían tenido de manera natural, ¿no? Pero bueno, los pacientes tienen un derecho al azar, ¿se puede regular eso? Así como ayer hablábamos del derecho de los hijos, de los derechos de los bebés de diseño a no ser tan diseñados, ¿no? Que vimos que no había una respuesta muy clara a eso. Los padres que buscan ser padres a través de estas tecnologías pueden tener un derecho al azar. ¿Se debate esto? Oui, donc c'est très bien formulé. En fait, donc, dans le livre, je cite cet extraordinaire film Bienvenue à Gattaca, où il y a le généticien chauve qui dit « j'ai enlevé les facteurs de risque, par exemple la calvitie ». Avec beaucoup d'humour. Et ce film, qui date de 99, je crois, il était extraordinaire dans sa réflexion. Enfin, c'est un film tout à fait d'avant-garde. Je ne suis pas sûr que le message est encore passé. C'est-à-dire, est-ce que le droit au hasard, c'est effectivement, pour moi, central. Le droit au hasard, ça veut dire aussi le droit à faire usage de la contingence, c'est-à-dire de sortir d'une vision d'un monde saturé de détermination. Et alors après, il faut décliner les mots, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est contingence, est-ce que c'est discontinuité, est-ce que c'est hasard? Au fond, la vie, elle est d'abord faite de hasard. Alors, après, j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui est ici au fond de la salle, qui fait que je suis un peu perdu. Mais si vous voulez, le philosophe qui est au fond de la salle. Mais le hasard, moi je dirais la contingence. Pour moi, c'est un mot qui va bien. C'est-à-dire, si on se saisit ou pas de la contingence quand elle surgit. Et notre vie, elle est plus faite de contingence que de détermination. Tout le vertige, c'est de savoir si on se saisit ou pas de la contingence. Dans l'instant où elle crée une nouvelle origine. Alors on pourrait prendre le phénomène de la rencontre amoureuse, du coup de foudre, mais aussi des choix. Mais finalement, même la conception d'un enfant,
ça aurait pu être un autre homme, ça aurait pu être une autre femme, ça aurait pu être un autre spermatozoïde, ça aurait pu être une autre ovule. C'est totalement du contingent. Et le contingent devient du nécessaire par effet de rétroaction. Donc, en fait, pour moi, il faut une éthique de la contingence, effectivement. Une éthique de la singularité, une éthique de ça. Alors, est-ce que c'est discuté dans les comités d'éthique ? Je dirais que ma position dans les comités d'éthique, c'est laisser ma position, la chance. Quand je dis l'enfance nous regarde, j'ai mis ça dans mes dias. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire je dis mais vous ne pouvez pas parler comme on parle et qu'on dit voilà les facteurs de risque, tout ce qui peut arriver avec un enfant qui serait né dans telle ou telle condition. Je me dis mais si il y a maintenant plein d'enfants issus de procréation médicalement assistée faite dans des pays, même si c'est interdit en France ou en Suisse. Enfin, je suis suisse, ma pratique est en Suisse, mais je suis dans le comité d'éthique français, étranger. Mais enfin, bon, ça ressemble. Mais les gens, ils vont en Espagne, ils vont faire ça ailleurs ou ils vont dans d'autres pays. Hein. Donc, si on commence à dire, voilà, c'est terrible, ça va créer telle ou telle conséquence, ça ne va pas. Donc, il faut laisser la place à la surprise, à l'inattendu, au hasard, à la contingence. Alors, il y a un mot que j'utilise aussi, c'est serendipity, c'est-à-dire le fait de trouver autre chose que ce qu'on cherche. J'ai écrit un livre avec une artiste qui justement est préoccupée des sélections procréatives. J'avais mis quelques images de cette artiste, c'est-à-dire qui s'appelle Prune Nourrie et qui est préoccupée par justement cette question de la sélection procréative, de ne pas laisser la place au hasard, à la serendipity. Donc pour moi, notre vie, elle est faite de serendipity. Et donc on cherchait autre chose, on allait faire quelque chose, et puis on rencontre et tout. Mais voilà. Donc, alors pour moi, une éthique, il n'y a d'éthique que du particulier. On pourrait ajouter, il y a d'éthique que de la contingence. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines choses de l'ordre de la nécessité qu'il faut arriver à limiter par des démarches éthiques ou politiques. C'est encore une dimension différente, quoi. Je ne généraliserai pas ça, mais partout. Voilà, je ne sais pas si je réponds quand même comme ça. Bien, ha sido una contingencia. Hay una pregunta más, la última, Bueno. una sola. Continuando lo que preguntaba ella, me preguntaba si los comités de éticas, me saco esto que me retumba, piensan en relación al derecho del niño a advenir, porque en Argentina, que tenemos una ley que dice que todo argentino mayor de 18 años tiene derecho a procrear, muchas veces se enfoca en el derecho de los pacientes, que en ese caso son los padres. Pero en mi opinión a veces se olvida el derecho al niño a advenir. He conocido un caso de una mujer cuadriplégica, soltera, que demandaba al centro de fertilidad ser madre y bueno, fue elevado al comité de ética, pero me parece que muchas veces queda perdido pensar en el niño, que es el producto de esta biotecnología. ¿Qué pensaba en relación a eso y cómo piensan los comités de ética a ese punto? Là, peut-être qu'il faut faire une distinction entre les comités d'éthique, parce que le comité d'éthique dont je fais partie, c'est le comité d'éthique sur la science et les technologies qui regarde si certaines techniques peuvent être admises et donne des avis et déplie plutôt. Notre point de vue, c'est de déplier la problématique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que pour la fin de vie, est-ce que le suicide assisté, voilà. Comme je dis parfois, la question, est-ce que le possible est souhaitable? Parce qu'aujourd'hui, avec les techniques et la science, beaucoup de choses sont possibles. Est-ce que c'est souhaitable? Là, vous prenez un exemple de comité d'éthique hospitalier où les médecins sont perplexes et s'adressent à un dispositif éthique dans l'hôpital pour dire est-ce qu'on peut faire une procréation chez une personne tétraplégique. On a aussi eu des cas, par exemple, de faire un enfant en maintenant
une femme morte en réanimation pour continuer jusqu'à l'accouchement. Enfin, c'est des questions insolubles, mais ça, c'est du cas par cas dans la clinique, et que vous posez la question. Je réponds généralement, pour moi, la question du droit des enfants, elle est insuffisamment prise en compte, clairement. Et que beaucoup de décisions éthiques, si je pense par exemple à un problème qu'on discute en ce moment, qui est les intersexes, les hermaphrodites, le fait de les opérer ou pas quand ils sont petits, en général, c'est une collusion entre les médecins et les équipes médicales. Et on ne tient pas assez compte de l'enfant en devenir. Et à mon avis, il ne faut pas faire d'action irréversible sur un enfant sans qu'il puisse s'autodéterminer. Donc, on ne tient pas assez compte du droit des enfants. Après l'exemple que vous prenez d'une femme tétraplégique qui veut un enfant, etc., ça, je veux dire, le problème, c'est que le bien de l'enfant, on ne le connaît pas, quoi. C'est ça la difficulté, le bien de l'enfant. Le bien de l'autre, on ne le connaît pas. On ne peut pas le dire à sa place. Donc, je pense que... voilà, donc mais je suis surpris qu'on est aux 30 ans de la Convention de l'ONU sur les droits des enfants. Et en fait, souvent, c'est plutôt les parents qui sont les partenaires des médecins. Après, la médecine, on rejoint la question précédente. Je crois que la médecine paternaliste, elle a vécu et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une position horizontale entre les médecins et les patients, dans une discussion. Ce qui pose aussi certains problèmes, parce que pour les problématiques prédictives, on donne pas plus de conseils génétiques. On dit aux gens, voilà ce que vous risquez. Il y a, je sais pas, 2% de risque que c'est ça, mais il y a 2% de risque aussi que ça soit autre chose. Et après, les gens rentrent à la maison, ils sont sur leur canapé avec les explications médicales, ils regardent sur Internet, ils sont complètement perdus. Donc, je pense que là aussi, il y a une mutation importante dans la médecine de savoir comment on peut aborder ces questions qui sont sans réponse. Mais enfin, ma réponse simple, c'est que l'enfant est trop vu en termes d'idéal et on a beaucoup de peine à écouter les potentialités du droit des enfants et qu'un sujet ne se déduit pas de tel ou tel pronostic. Le sujet, il est au-delà de ses caractéristiques, soit historiques, soit biologiques. Bien. Ha sido un momento de una gran contingencia, me parece. Yo lo único que deseo primero es agradecerles a ustedes estar acá presentes y a los que se fueron transmitirles también el agradecimiento. Decirle a François que vamos, no solamente gracias, sino que ya vamos a empezar a buscar la fecha para el próximo encuentro en Buenos Aires. Yo calculo que será aproximadamente entre 9 meses. Sería bueno eso. Haría continuación a lo que estamos haciendo. Y crearíamos ahí el Comité de Aranguá, el Observatorio sobre el Aranguá y el Mundo. Bien, muchas gracias y hasta muy pronto.